Les collègues savaient Oui. qu'elles ne pouvaient pas m'attaquer parce que c'était pas scientifique. Donc là, j'ai jamais eu de problème. Bien sûr, il y en avait qui pensaient vraiment, c'est une perte de temps, hein. Il faut faire des choses sérieuses comme elles le font. Enfin, que chacun fait ce qu'il veut, c'est tout. Et d'ailleurs, reprenons un peu l'histoire des sciences, vous savez très bien que ceux qui ont fait quelque chose, c'est les électrons libres. eh ben, au fond, ils ont toujours été seuls. C'est exact. Ils n'avaient pas une équipe, un nom que vous les coller là-dessus. Hein, prenez Copernic, prenez Galilée, prenez Einstein. Newton même, prenez... Il a été attaqué. Hein. Einstein, certainement, Darwin, pour prendre un autre exemple, des tas de gens. Et je crois qu'il faut s'inspirer de l'histoire pour se dire, les gens sont comme ils sont, il faut les prendre comme ils sont. Du moment qu'ils me laissent travailler, ça va, encore. Hein, parce qu'à une certaine époque, hein, où c'est trébuché, c'est comme ça. Mais bon, c'est un pas après l'autre, ça prend beaucoup de temps. Comme maintenant, ça c'est maintenant le sujet sur lequel je voudrais publier en premier lieu, parce que c'est presque terminé. Toutes les objections que moi j'avais contre la théorie que j'ai développée, hein, j'ai pu y répondre. Ça, c'est la foudre. Mais vous intégrez une donnée les plus performante. Mais comme la même chose, c'est vrai, parce que pour l'instant, peut-être il faut savoir, il y a peut-être des jeunes ici, moins jeunes, mais peu importe. Un jeune. Les jeunes devraient savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un beau jour, mes enfants m'ont dit « Mais papa, on a déjà tout découvert. » Ils sentaient ce que je voulais leur dire. Ça m'a fait vraiment réfléchir. Ça veut dire que l'enseignement tel qu'on le dispense est mal conçu. Parce qu'on leur dit, voilà, tel a découvert ça et ça et ça, maintenant, répétez-le à l'examen. Hein, gare à vous si vous n'avez pas répété. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'il a eu l'idée d'attaquer ce problème, de le faire de cette façon-là? Ça, c'est le plus intéressant. C'est là où on apprend. C'est ce que Einstein a fait par des lectures personnelles des grands maîtres, plutôt que d'aller au cours. Hein. Il a séché les cours. Péché mortel. Alors, ce professeur n'est pas content, ça c'est clair. Mais il a appris beaucoup. Et je pense qu'une partie de son audace intellectuelle vient de là. Mais le plus important, c'est de dire aux jeunes, il y a des choses à faire. Vous avez ici en France le dernier numéro pour la science, avec toute une série de problèmes non résolus pour l'instant. Ça, c'est une bonne lecture pour les enfants. Ça vaut, parce que moi, à l'époque, nous avions un jeu avec les enfants qui était, l'âge moyen autour de 10 ans, la meilleure question du mois. Et ça a duré plusieurs années. Parce que je voulais, au fond, cultiver leur esprit de curiosité. Et alors, en suivant l'âge, ils avaient observé quelque chose de bizarre. Il y avait un prix chaque mois. Il y a eu beaucoup d'impact, toujours. Mais un jour, j'ai eu la question à laquelle je ne savais pas répondre. C'était l'aîné qui me demandait, papa, les soucoupes volantes, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, ça existe réellement? Moi, je ne sais pas. J'ai entendu parler, d'ailleurs par après je me suis souvenu, c'était 54. J'ai entendu parler de ça, puis je peux bien entendu, d'ailleurs, j'étais très occupé avec mes études, hein, ça comprend tout à fait. Mais la règle du jeu était évidemment que, ça c'est important, si vous ne savez pas, cherchez à savoir. Et donc, j'ai cherché à savoir par d'autres... Enfin, j'ai eu des contacts parce que, heureusement, à ce moment-là, la SOBEPS avait été fondée à Bruxelles. J'ai eu quelques bons livres. Si j'avais trouvé certains livres qui existent, c'était au bac et c'était fini, c'est de la foutaise. Mais j'ai trouvé quelques bons livres et j'ai lu beaucoup pendant un certain temps, de façon très intensive, et je me suis rendu compte qu'il y a un problème. On n'a pas de réponse à ce problème. Et alors, au fond, c'est aussi significatif, parce que à la SOBEPS, ils avaient une revue, et les premiers numéros, ils avaient publié
des théories qui existaient sur la propulsion. Et bon, ça m'intéressait évidemment comme physicien. C'était pas bon. Ça veut dire c'était des gens qui n'étaient pas des physiciens et ça violait toujours l'un de l'autre principe de physique. Donc ma première publication en matière d'OVNI a été un article dans lequel j'ai dit, avec celui d'ailleurs qui avait rédigé ces articles, aucune de ces théories n'est bonne. Bien. Mais entre-temps, je savais qu'il y a un problème. Donc je devais commencer à chercher moi-même. Et c'est une phase extrêmement intéressante parce qu'il fallait réfléchir, mais sur quoi est-ce que je peux me baser pour commencer à dire quelque chose. Et c'est là où j'ai finalement conçu le fond de la théorie, mais qui a été modifié, amélioré, affiné au fur et à mesure. Et maintenant, ça commence déjà à être très cohérent, mais il faut continuer. Hein? Moi, je parlais ici, mais normalement, hein, moi, je reste bien dans mon petit coin. Et puis, il faut tester, continuer à tester. Une des choses, pour dire qu'il y a quand même des choses importantes qui sont passées ici, parce que des scientifiques se sont réunis dans une petite salle obscure. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais on a au fond exprimé le désir d'échanger des informations. Donc moi j'ai dit, si vous et d'autres, maintenant je connais aussi d'autres endroits, vous avez de grands catalogues, c'est le fruit d'un travail considérable. Parce qu'au fond, ce sont des groupements privés qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour interroger des gens. Et il y a des trésors, et ces trésors ne sont pas exploités. Donc, si moi je peux vous demander, est-ce que vous avez, par exemple, c'est ce que j'ai dit, vous avez des observations sur l'interaction des ovnis avec l'eau, je voudrais en avoir le plus possible pour voir est-ce que mon modèle est bon ou pas. Peut-être il faut améliorer, peut-être c'est pas toujours la même chose ou quoi, j'en sais rien. Bon, donc ce travail doit continuer. Je ne sais pas pendant combien de temps, je n'en sais rien, c'est pas important. C'est pas important. Bon, il y a un corpus d'idées qui sont à peu près fixées. Peut-être après que j'ai publié l'article sur la foudre à boule, quelque chose va apparaître là-dessus, on va voir. Je vis au fond sans souci en général. Et je crois que c'est d'ailleurs absolument nécessaire. Mais j'étais honnêtement très réticent pour venir ici, parce que je savais d'abord que ça va être n'importe quoi. Et on l'a vu. C'est comme ça. Avec de bonnes raisons, les gens me diraient, mais tu es fou. Bon, et j'ai pris sur moi de le faire quand même, parce que je pense que dans cet ensemble, dans ce concert un peu moderne, un peu dissonant, dans ce concert, il était peut-être utile qu'il y avait aussi une voix qui disait, mais vous savez, il y a des choses sérieuses qu'on peut faire. Il y a des observations extrêmement importantes. Il y a une cohérence interne dans le phénomène. Parce que on vient de parler là, c'est vrai qu'il y a des drones. Alors on dirait, oui, mais alors il n'y a plus rien qui fonctionne et les appareils qu'on a maintenant très perfectionnés, tout savourés. C'est vrai, ça crée plus de difficultés. Heureusement, nous avions des photos en argentique, comme on dit. Ça, on ne pouvait pas truquer. C'est vrai, mais bon, il y a aussi d'autres facilités. On aura des appareils maintenant qu'on n'avait pas avant. Hein, c'est toujours la même chose, il faut essayer de tirer bénéfice des moyens qu'on a. Mais dire aux gens, écoutez, on n'en sortira pas, et le dire surtout aux jeunes, ça je ne peux pas admettre, honnêtement. Pour que là, chacun a une responsabilité pour, d'une façon très responsable, autocritique, dire il y a moyen de faire quelque chose. Il faut le faire suivant certaines règles. Et si on pouvait apurer un peu ce désastre qui existe, quelque part un désastre, hein,
Mais ça, c'est l'œuvre de chacun. C'est ceux une qui ont question envie de de- personnalité, parce ont qu'il y a peur des du pouvoir. gens qui fonctionnent sur le mode de la persécution. Et alors ça, c'est leur grande motivation. C'est très différent. Il faut ni être optimiste, béat, nous ne savons pas ce que c'est, ni être pessimiste. Il faut être vraiment réaliste, observer ce qui se passe, avoir une attitude flexible. Mais nous pouvons quand même déduire certaines choses du passé. Ça veut dire, si vraiment il y avait des intentions agressives, ce serait su depuis longtemps. Ce que je pense cependant, c'est qu'il y a des cas particuliers, parce que si ce sont des individus, vous pouvez avoir parfois des individus qui ont des attitudes plus agressives. Vous savez ça même avec la police, hein. Parfois, on tape dessus alors qu'ils ne devraient pas le faire, etc. Donc, je crois qu'il faut aussi laisser un peu de souplesse au point de vue de l'interprétation de ce qui s'est passé. L'essentiel de ce qui se passe, et ça c'est quand même votre question, c'est qu'on a l'impression que c'est apparemment un comportement paradoxal, mais ça se comprend parce que parfois il se présente de façon provocante en Belgique, dans les grandes villes, sur les autoroutes, etc., mais pourtant pas de telle façon qu'on pourrait mettre la main dessus. Hein, c'est toujours évasif. Et cela, vous pouvez le généraliser, et ça a un sens pour moi. Parce que il est probable, je ne dis pas que moi j'ai pas de message spécial, hein, je dis simplement ce qui Tu me n'en semble as pas plausible. encore vu. Hein? Pardon? Tu n'en as pas encore Non, vu. non, j'en ai pas. Hein, c'est rassuré. Mais si ce sont vraiment des civilisations intelligentes qui ont cette possibilité depuis longtemps de visiter la Terre, ils ne sont pas du tout pressés. Ils ne sont pas du tout pressés pour aller serrer les mains du président actuel des États-Unis. Journée d'élection. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Par contre, ce qui serait logique, c'est qu'il nous donne suffisamment de signes, parfois provoquants, pour qu'on réfléchisse. Moi, j'ai vraiment l'impression que très souvent, ils me disent, alors, vous commencez toujours par réfléchir. Les crop circles. Et parfois, c'est des choses quand même fortes, hein. Ces mutilations d'animaux, quelqu'un aurait dû parler, hein, c'est pas bénin. Les crop circles. Et il y a d'autres choses, j'ai entendu maintenant du représentant du Brésil, la semaine passée, Varinga, je n'avais pas ces détails. Ces êtres ont été examinés dans un hôpital. On a des tas de renseignements. Évidemment, ça passe pas dans les médias, donc ça c'est bien. Mais je pense que ça n'est pas non plus par hasard, ces choses-là. On a permis que certaines choses se passent pour voir alors qu'est-ce qui se passe. Et je pense que la vague belge est interprétée comme ça, parce que vous avez, c'est pas à cause des autoroutes qui sont éclairées en Belgique, hein, il n'y avait pas besoin de ça, c'est la faute. Mais en Belgique, quand même, vous avez toutes sortes d'organismes internationaux. L'OTAN, quoi. Communauté européenne, vous avez L'OTAN. NATO. NATO. Bon, alors, au fond, comme l'UE, c'est intéressant pour voir alors qu'est-ce qui va se passer. Rien. Leur expérience est réussie, ils ont vu qu'il ne se passe rien. La question est pourquoi? Alors là, s'il y a parmi vous un psychosociologue, Non, mais c'était la question, en fait. Mais j'en cherche un qui soit compétent, curieux, parce qu'il y a un sujet formidable. Comment se fait-il que dans la société actuelle, vis-à-vis de ce problème, on se met la face? Ça, je comprends pas. Que les militaires aient leur intérêt là-dedans, c'est clair. Et que maintenant, peut-être, ils vont même brouiller les affaires parce que ça devient un peu chaud pour eux. Hein, ça, il faut bien l'interpréter. Les religions n'y tiennent pas. Pardon? Les religions n'y tiennent pas. Ça, c'est pas si sûr. Ça, c'est pas juste. Oui, ça, c'est pas vrai. juste. C'est pas vrai. Ça dépend, il faut nuancer. Par exemple,
Bon, la semaine passée, j'ai entendu un représentant du Vatican. Je ne suis pas spécialement chaud pour cela, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui dit, tout à fait normal. Moi, je me suis dit, ah, pour une fois, l'Église est en avance. Bon, bon, par exemple, et ça, il faut quand même donner quelques arguments. Oui, mais le témoignage est important aussi pour la religion. C'est vrai, parce qu'il y a des choses qui reposent seulement sur des témoignages. Donc, nier la valeur du témoignage, c'est pas quelque chose que les religions vont aimer. Le point fondamental, c'est que dans le cas de religion, prescrire à Dieu ce qu'il doit faire, seulement la terre, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment très osé. Hein. Laissons Dieu régler ce problème comme il les règle, et puis nous verrons. Donc, je dis ça en tant que professeur d'université catholique, hein. Mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait là quelque part un problème. Pourquoi? De toute façon, la chose importante, c'est les faits. Et qu'il y ait éventuellement des adaptations à faire pour certaines personnes qui croyaient telle chose. C'est pas important. Mais vous notez tout de même... Donc, je ne vois pas de difficulté fondamentale. Mais pour certains, bien sûr, il y a un problème. Vous agissez qu'unité De résistance. Oui, une égalité. De résistance et de pouvoir aussi. C'est le capitalisme. C'était juste point de avant barre, le oui, concile. c'est tout. Le cardinal Koenig a dit, cardinal Koenig de Vienne, qui est un homme avec un esprit très ouvert, qui disait, mais Galilée était un bon théologien, parce qu'il a vu qu'il y a plusieurs façons pour Dieu de se révéler. Il y a une révélation dans les écrits, dans les Écritures, comme on dit, et il y a une révélation dans la nature. Et Galilée avait dit explicitement dans une lettre à une personne, les Écritures, ils ont utilisé des formules qui étaient de leur époque, et donc c'était au fond important pour la théologie de corriger comme ça. Mais sinon, parlons de ça, je crois utile de dire que on attribue ces difficultés souvent à l'Église. Le problème de base n'était pas tellement ça. Le problème pour Galilée était le suivant. Il y avait une structure, une sorte de théorie de l'univers qui avait été construite par Aristote. Et dans cette théorie, on disait, il y a dans l'espace et le temps un point privilégié. C'est le centre de la Terre. D'ailleurs, vous le voyez bien, vous laissez tomber quelque chose, ça tombe vers le centre de la Terre. Comme on savait déjà que la Terre est ronde partout comme ça, donc c'est un point privilégié. On ne parlait pas de force de gravitation, mais vous voyez, voilà, ça converge vers là. Et puis, les étoiles, ça tourne autour, tout le monde le sait. Alors, il y avait des arguments apparents pour dire, ah oui, il y a un point privilégié. Et puis il y a aussi l'argument temporel. La prise, c'est comme ça, ne peut pas être autrement. Et ça s'est mélangé à d'autres choses, notamment au fait que les protestants avaient réclamé une interprétation libre de la Bible. Chacun peut lire la Bible. Ils avaient raison. C'est pas explicite, mais c'est sous-jacent. Le système est tel que si vous allez dire à un professeur à l'université que vous pensez que ça c'est pas juste telle chose, ou que vous avez trouvé une démonstration meilleure, moi j'ai donné un point de plus alors. Et les étudiants le savaient, donc je pense qu'ils cherchaient. Parce qu'il faut favoriser la créativité, mais une créativité rigoureuse. Hein. On dit, c'est un terme très ambigu, le rêve, etc. Bien sûr. Comment vous avez des idées nouvelles? Il faut d'abord les imaginer. Il faut laisser un peu vaguer votre esprit. Mais ça ne suffit pas, il faut à ce moment-là compléter par autre chose, et c'est cette jonction qui est indispensable en science.
en sciences, il y a de la poésie. Science and conscience. Vous trouvez ça peut-être bizarre que dans les équations, il y ait de la poésie, mais il y a de la poésie là-dedans. Parce que la poésie, c'est quoi? C'est dire des choses d'une façon très brève, très percutante, il y a une image forte là-dedans, et dans les équations aussi. Et Galilée, lui, on parle encore de lui, il a dit « Natura est scritta in lingua matematica ». La nature est écrite en langage mathématique. Il avait une admiration vis-à-vis de cela. Et je pense qu'il faut communiquer ça aux jeunes. Ils n'auraient pas marre des mathématiques. Ils savaient que ces mathématiques, c'est au fond un outil formidable pour faire des tas de choses. Et ce qu'on dégoûte les gens des mathématiques. Moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est pas ce qu'on devrait faire. Je pense que si on disait aux élèves, par des exemples, en leur laissant une possibilité de créativité là-dedans, comment les mathématiques peuvent aider à résoudre des problèmes concrets. Parce que c'est des applications très abstraites, tout ça. Bon, je fais l'éloge des mathématiques, mais je fais en même temps l'éloge de la pensée rigoureuse, logique, et ça, c'est à la portée de chacun. Parce que chacun peut se réfugier dans des trucs, comme j'en ai entendu ici, qui sont vraiment farfelus pour moi. Je me tais, j'écoute, je dis, bon, ça existe aussi. Voilà. Et c'est intéressant. Dans le zoo humain, il y a de tout. Et c'est quand même pas pour ça qu'il faut pas respecter ces gens. Ils pensent bien faire. Mais quelque part, c'est dommage qu'on n'ait pas appris aux jeunes à utiliser leur cerveau un peu autrement. Bon, donc, je suis enseignant au fond de l'âme. Peut-être on l'a entendu aussi tantôt. Je voudrais dire aux gens, mais il y a des choses à faire. Et chacun à son niveau peut y contribuer. Si vous allez faire des enquêtes, des bonnes enquêtes, c'est très important. Si vous aidez un mouvement ufologique à faire du bon travail, c'est très important. Oui. Bon, il y a la lumière dans la nuit, je crois que vous avez l'expérience, oui. J'ai beaucoup de respect pour cette revue. Elle a fait beaucoup de très bonnes choses. Il faut le dire aux Français, parce qu'on n'apprécie pas toujours ce qui est de valeur en France. Mais bon, ça dépend. Ça dépend des contacts que vous avez. Ça dépend de la difficulté du problème. J'ai ramené d'Italie des choses que je dois faire analyser. Bon, je vais essayer parce qu'il faut convaincre un autre qui a les outils nécessaires, mais qui a peut-être pas envie de faire quelque chose dans ce domaine-là. Bon, pourtant, il a déjà fait pour moi, donc j'espère que ça va réussir. Et puis on va voir ce que ça donne. J'en sais rien. Vous travaillez dans un monde où tout n'est pas défini à l'avance. Mais c'est aussi intéressant. C'est un monde vivant. C'est pas un monde figé. Bon, si j'essaie de traduire votre question, est-ce que les Américains qui ont donc le service secret américain, qui ont beaucoup plus de moyens que nous, évidemment, est-ce qu'eux savent? Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose que j'ai dite à un représentant du secrétaire responsable pour la défense aux États-Unis. Il est venu à la SOBEPS pour avoir des informations. Très bien, ça va lui donner des informations, mais je lui dis, mais votre politique n'est pas bonne. Parce que, à un moment donné, ça se saura quand même. Le problème est tout à fait semblable à ce qui s'est passé avec les armes nucléaires. On a cru que quand cela, c'est sur papier, on met ça dans un coffre-fort, alors c'est en sécurité. Mais non, il n'y a rien compris. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la nature. Vous étudiez les isotopes, vous faites des réactions nucléaires, neutroniques, etc. Vous avez des informations et les gens arrivent à cela. Peut-être je suis en train de contourner ce que les Américains ont déjà fait, j'en sais rien, ou pourraient faire, j'en sais rien. Mais ça m'est dit.
égal. Mais ce qui n'est pas égal, c'est que même s'ils avaient réussi, ils ne peuvent pas sortir avec ça. C'est ça que j'ai dit à mon interlocuteur. Pourquoi? Mais alors tout le monde saurait qu'ils ont menti au monde entier. C'est pour ça Pendant tellement d'années. qu'ils sont obligés de continuer à mentir. Et un politicien ne peut pas se permettre d'être reconnu comme malhonnête. C'est un fonds de commerce. Oui. C'est un argument que j'ai essayé d'utiliser vis-à-vis de lui. Il en fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il a fait rapport à quelques-uns, un petit sous-comité là-bas, quels étaient les avis qu'il avait rencontrés en Europe, que c'est une politique vraiment courte vue. Il serait, comme d'ailleurs on a fait pour les armes nucléaires, des scientifiques à l'époque avaient dit faites éventuellement exploser une bombe sur une île quelque part et invitez tout le monde pour dire oui, mais nous avons ça, mais nous voulons maintenant contrôler ça et qu'on n'arrive pas à une course aux armes. Ah non, ce qu'on a fait, sans que ce mémorandum fait par 12 prix Nobel de physique puisse arriver chez le président Truman, puisqu'il y avait eu un décès entre-temps. Donc Truman était difficile à atteindre. Donc il y a eu des aléas historiques là-dedans, mais qui font que finalement on a fait le mauvais choix. Il y a eu la course aux armements. Cette course aux armements était idiote parce que vous pouvez facilement faire une théorie simple. J'ai rencontré, c'est un autre sujet, mais pour dire que chacun, à sa petite échelle, peut faire quelque chose, et ça a été fait dans différents pays. Sakharov en Russie, d'autres à d'autres endroits. Moi, quelqu'un a organisé ça, j'ai rencontré beaucoup de ministres belges, un certain nombre de ministres belges, pour leur montrer les faits et pour leur dire, mais la logique sous-jacente à cette course aux armements est au fond la logique de la peur. Moi, je ne sais pas ce que l'autre va faire. Et je dois me protéger. Donc, je dois augmenter mes stocks. Mais lui, il va faire la même chose, puisqu'il ne sait pas ce que moi j'ai. Donc, ce manque de confiance fait que de part et d'autre, ça augmente, et ça augmente exponentiellement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Certains ont compris, et je trouve que Gorbatchev a le mieux compris parce qu'il disait il faut libérer le monde pour l'an 2000 des armes nucléaires. C'était fait, hein. Mais cet argument, en tout cas, ça coupait court à toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une logique à laquelle tout le monde peut participer et tout le monde a une responsabilité là-dedans, y compris pour l'étude du phénomène OVNI. Tantôt, on a exprimé, je ne sais plus qui c'était, des peurs. Est-ce que cette nouvelle organisation qu'on va avoir en France, est-ce qu'elle va vraiment travailler, je dirais, de manière scientifique? Et la manière scientifique, ce n'est pas de cacher les choses. On travaille à l'ombre, comme je le fais, mais pas pour cacher les choses. Pour les sortir de C'est l'ombre. pour travailler calmement sur quelque chose. Bon, alors est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien, j'espère. Mais pour que ça se fasse, c'est de la responsabilité de tout le monde. Ça, il faut être bien conscient. En général, en France, on est très conscient de l'importance de la démocratie. Hein. C'est quand même la Révolution française qui a donné l'exemple à tout le monde de ça. Et donc, je ne crois pas qu'il faut porter des hiboux à Athènes et ce genre de leçons en France. Mais il faut être conscient du fait qu'on peut faire quelque chose, qu'on doit le faire, et tout le monde peut contribuer à ça. Et, vous voyez, vous allez peut-être dire, bon, moi je suis un scientifique, je peux faire ça, et moi je peux... Non, c'est pas vrai. Chacun peut faire quelque chose. Ça, c'est la leçon, surtout, sur quoi je voudrais, le clou sur lequel je voudrais taper, encourager chacun à faire, à travailler là où il peut travailler. Donc, les échéances, pour moi, dans la mesure du possible, si tout va bien, c'est d'abord publier cet article sur la foudre en boule, parce que oui, c'est un phénomène naturel,
Mais tous les ingrédients qu'on retrouve pour le phénomène ovni sont déjà là. Parce qu'on a dit, encore répété, ça doit être une hallucination puisqu'on ne comprend pas. Donc c'est que le phénomène n'est pas réel. C'est l'explication la plus simple. La foudre en boule. Et ça revient toujours. Puis il y a, comme d'ailleurs dans le domaine ovni, ça bouillonne, toutes sortes d'idées, antimatière et toutes sortes de choses extravagantes. Il faut vivre avec. Pour moi, ce qui est l'enjeu là-dedans, c'est mon choix personnel. Moi, je cherche la solution la plus simple possible, qui doit cependant avoir la capacité d'expliquer tout ce qu'on a observé. Ça, c'est un test très sévère. Et je dois dire que ce que je dois contrôler moi-même, je n'ai pas d'autres personnes, et d'ailleurs je ne cherche pas, qui me disent, mais écoute, ça ne va pas, je dois le trouver moi-même. Je peux le trouver moi-même, et alors je dois voir, est-ce que je peux trouver une solution à ces objections-là. Et bon, il y en a une comme ça, qui est depuis Noël, cette année jusqu'à maintenant, et bien maintenant elle est résolue. Et donc je pense que toutes les objections que je pourrais trouver sont là, et ça c'est le sujet le plus important. Pourquoi? Parce que je peux le publier dans une revue scientifique normale. Et pour la foudre en boule, il y a déjà eu des articles avec différentes tentatives, je crois, et d'ailleurs dans cet article pour la science, ça se trouvait, je crois, en 13e place, pour dire, on ne sait pas ce que c'est, mais au moins pour dire il y a un problème. Cette conscience existe déjà. Pour la foudre en boule, il y a un problème, c'est ça, c'est là. Donc, peut-être on trouvera de l'écoute quand on présente quelque chose, et alors que les gens examinent avec toute la rigueur nécessaire, ça c'est normal, ça c'est le jeu scientifique. Mais si j'arrive à faire ça, j'aurai, je crois, je dis ça très humblement, un peu plus de crédibilité pour dire des choses sur les ovnis. Parce qu'ils se diront que bon, s'il a réussi ça, peut-être il faudrait quand même voir de plus près. Ça, c'est mon espoir. Mais ces choses-là, c'est pas simple. Parce que c'est pas, on se dirait, bon, ce sont des scientifiques, ils vont juger de façon objective. Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes, vous... Je suis un scientifique. Oui, puis nous aussi, on est là pour travailler. Oui. Bon, Ah oui, mais alors, ça c'est très important. Ce qui est important. intéressant, c'est que vous ramenez la science à quelque chose de très ancien, c'est la perception et la cohérence. Oui. Et ça, oui. c'est quelque chose qu'on entend C'est ce pas que dans j'appelle le bon sens. On attend le conformisme et la soumission à un système de plus en plus mécanisé. Oui, vous avez raison. Je crois deviner, vous avancez par hypothèse audacieuse, qu'ensuite vous soumettez à des tests les plus méchants possibles pour les réduire et voir ce qu'il en reste. C'est l'ancienne méthode hypothético-déductive. Bon, finalement, toutes ces analyses-là convergent. Et qui ne dément pas le sens commun, qui fondamentalement repousse le sens commun. Voilà. La cohérence. Et là, vous voyez, pour moi, ce qui est frappant dans un mouvement ufologique quelconque, lumière dans la nuit, je sais pas où il est là maintenant. Bon, ils ont besoin de collaborateurs. Ce web a vraiment besoin de collaborateurs. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'ovni. C'est désert de ce côté-là. Quand il y aura pic, bon, il y aura de nouveau beaucoup de gens, mais il faudra les former. Parce qu'être enquêteur, ça doit s'apprendre, ça doit se faire sérieusement. Mais je voudrais surtout, c'est un message d'optimisme réaliste que je veux donner. Et du défaitisme, il y en a aussi. Des problèmes, c'est vrai, il y en a. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à les résoudre. Il y a des problèmes de tous les côtés. Mais on doit pouvoir les résoudre. Donc apparemment, moi j'ai dit, quand je suis parti, je ne sais pas s'il y en a qui se cachent ici, je dis, si je trouve un scientifique qui va se dire, il y a du travail à faire, ça suffit. Ah ben c'est moi.
Merci. Mais ça ne doit pas être un scientifique, d'autres personnes aussi. Mais pour dire, je ne visais pas haut. Un seul pourrait suffire. Parce que moi aussi, j'ai commencé avec une question. Il faut vraiment bien réaliser une question. Il y a eu quelques observations des triangles. On a aussi parlé de Morane. Donc il y a toutes sortes de formes. Mais dans l'imagination populaire, cela était très peu connu. Donc, si dans la vague belge, les gens avaient inventé quelque chose, comme disent les sceptiques, avec leur hypothèse psychosociologique, ils auraient évidemment inventé des soucoupes pour être crédibles. Parce que c'est de l'inconscient. Un truc tout à fait bizarre. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il fallait enquêter très vite au début, quand les médias n'étaient pas encore impliqués, eh bien, c'était remarquablement cohérent. Moi, ça m'a très étonné. Je l'ai dit, oui. Le triangle noir, ce ne serait pas un l'aurora, c'est de ressembler à l'aurora. Bon, on a dit cela, hein, mais l'aurora vole à quelle hauteur? 60 000 km, 60 000 mètres. Première chose. Deuxièmement, il ne fait pas peu de bruit. Et il ne fait pas de surplace. Troisièmement, c'est une question que j'ai discutée avec celui qui est maintenant général, qui était en charge de la force aérienne belge. J'ai dit, mais comment est-ce que nous pouvons savoir si ce n'est pas des trucs américains qui se promènent ici? Alors, il m'a dit tranquillement, tout d'abord, ce serait l'incident diplomatique, parce qu'ils doivent demander l'autorisation. Même avec l'OTAN. Et pour une bonne raison. Supposons, parce que c'est tout à fait aberrant d'aller faire des expériences alors qu'ils ont des grands terrains, des grands déserts aux États-Unis, dans un pays tellement peuplé que la Belgique. Ils doivent compter, parce que eux, c'est pas des anges, hein, ils doivent compter avec des accidents possibles. Donc, ils devaient avertir la force aérienne belge, qui surveille le ciel, la police, etc. On devait avoir une structure, même s'il était très restreinte, pour intervenir en cas d'accident. Rien de tel. Au contraire, quand on a demandé de façon officielle à l'ambassade américaine, on a démenti. Et il y avait un article du journal où était marqué « Vos ovnis ne sont pas nos F-117 ». Parce qu'il y avait des gens, évidemment, c'était pas encore Aurora à l'époque, c'était le F-117. Mais vous voyez, la technique est toujours de dire quelque chose qui est secret, qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça. C'est un jeu mental intéressant de se dire, et si c'était ça, quelles seraient les conséquences? Mais ensuite, il faut être logique et dire, voilà, les conséquences seraient cela. Une chose est sûre, c'est que c'est pas le F-117, puisque ça a été détecté au radar, or le F-117 est dans le Et d'ailleurs, là, non, le premier point, c'est que certainement, vous ne pouvez pas faire ça en secret. Ça, c'est une question de logique fondamentale, plus le fait d'aller expérimenter en Belgique. En plus, ils étaient déjà engagés, ou commençaient à être engagés dans la guerre du Golfe. On ne va pas se promener comme ça dans un pays ami de cette façon-là. Ça, c'est tout à fait loufoque, mais c'est une hypothèse que certains affectionnent beaucoup. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être extraterrestre. Donc, ça peut être n'importe quoi que vous voulez, du moment que c'est pas extraterrestre. Bon, mais nous vivons avec cela. On a vécu dans le passé avec des tas d'autres choses. Hein. Il y avait des gens qui voulaient rien savoir, comme on disait, l'homme descend du singe. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, mais c'était ça l'idée. Hein. Ça, c'est la chose impossible contre laquelle on se révolte. Bon, il faut laisser passer le temps, comme on a dit Planck. Hein, parfois, il faut que des générations meurent pour que chez des jeunes qui trouvent ça plus naturel, il y ait des objections qui disparaissent. Un exemple. Donc, il y a une observation, on pourrait dire, on pourrait avoir des appareils qui sont des dirigeables, mais avec des moteurs électriques, ça fait pas beaucoup de bruit, ça peut traverser le solide. On a une observation où un objet comme ça, il y avait du vent violent, c'était un vent de tempête, et ça allait contre le vent. Comment vous voulez faire?
Il y a une autre observation. Vous avez un objet, bon, je vais le représenter comme ça. Donc, c'est un triangle qui était vertical. Il tourne autour de son axe. Alors ça, c'est vraiment très beau. Si Aurora ou F-117 ou quoi, hein, si ça savait faire cela. Hein. Non, c'est pas réaliste, mais l'imagination débridée, comme disait un de mes professeurs, hein, c'est le chanoine Lemaître que j'ai eu comme professeur, il disait de Hoyle qu'il a une imagination débridée. Et ça existe, bon, c'est comme ça, nous vivons avec. Ça veut dire, en science, on appelle ça des hypothèses ad hoc, hein, pour expliquer une chose. Il existe des théories comme ça pour la foudre en bout, et ça explique un phénomène, mais ça n'explique pas du tout les autres. Et c'est pas une très bonne théorie. C'est fréquent la foudre en boule? Il y a beaucoup de foudre en boule? Eh ben, ça vous dit déjà des détails. Une des choses remarquables, c'est que c'est très variable. Donc, les dimensions sont variables. C'est en moyenne une taille, mettons, un ballon de football, mais ça peut être comme une orange, ça peut être comme un petit pois, ça peut avoir 1 mètre de diamètre. Il y a même un cas, bon, c'est malheureusement un seul cas, 2 personnes se sont trouvées à l'intérieur. Ils sont morts? Non? Ouais. Ah, c'est évidemment informatif. Eh bien, ça c'est très curieux. Quand on parle de foudre en boule, vous rencontrez toujours des personnes où quelqu'un de la famille a vu ça. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais petit, la foudre en boule. Elle est passée devant moi, je ne sais pas ce que c'était. C'est une orange. Bien, parce que les énergies qui sont disponibles dans l'univers sont infinies. Ça dépend. Est-ce que l'énergie de l'univers est infinie ou pas? J'en sais rien. Voilà, vous traduisez le même problème autrement et ça m'a pris du temps hein, pour tomber là-dessus. Ah, mais ça signifierait que si cette longueur est finie, que l'énergie totale de l'univers est finie. Et à ce moment-là, évidemment, il faut changer la loi physique. Parce que nous supposons pour l'instant qu'on peut donner des lois physiques qui sont valables à n'importe quelle énergie, jusqu'à des énergies infinies. S'il y a une limite, il faut changer, il faut en tenir compte. Voilà, c'était ça l'aventure. Puis, donc Heisenberg, qui connaît le problème, qui est très créatif, n'a pas trouvé d'objection à ma théorie, mais il m'a donné le conseil de regarder maintenant si je peux trouver un raccord avec les données expérimentales. C'est ce que j'ai essayé de faire pour les particules élémentaires. Ça prend du temps, toujours, hein. Mais j'ai trouvé une solution parce que pour les particules élémentaires, on a entre-temps pu en produire toute une série. Il y a tout un zoo, là. On connaît les propriétés, on peut dire ça, tel nom quantique. On a dû inventer de nouveaux mots pour les décrire. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et la théorie que j'ai explique pourquoi. Et explique alors aussi, maintenant, vous allez voir aussi le lien avec le phénomène OVNI, parce que quelque part, il est intervenu une autre son que j'ai cherché au départ. Mais je sais pour d'autres raisons, il faut trouver de l'énergie, une source d'énergie. Alors, mais quand même, nous avons de la matière noire dans l'univers. Ça, c'est expérimentalement prouvé. Mais nous ne savons pas ce que c'est que cette matière. Dans ma théorie, je peux prédire qu'il y a des particules que nous n'avons pas encore produites expérimentalement et qui seraient de bons candidats. Donc, parmi les réflexions que j'ai, c'est est-ce que si la matière noire correspondait à ce genre de particules, est-ce qu'on pourrait en extraire de l'énergie? Il y a toutes sortes de questions, même très concrètes autour de cela. Peut-être pour certaines, je vais trouver la réponse. Ça, c'est aussi un des problèmes très urgents, celui-là. Parce qu'il y a une anomalie bien connue pour certains satellites, qu'on appelle l'anomalie Pioneer. Et j'ai une idée pour essayer d'expliquer ça. Est-ce que ça fonctionnera ou pas? Je n'en sais encore rien, mais des tas de choses sont faites, les équations sont mises en place. Et ça, je peux maintenant travailler avec l'ordinateur pour simuler ça. Bon, si c'est vrai, ça a certainement une incidence sur le problème, les ovnis,
ont besoin de puiser de l'énergie dans l'espace, le candidat possible. Bon, mais moi, je ne prétends pas maintenant que c'est ça. Je dis simplement, encore une fois, il y a des pistes possibles qu'on peut développer, c'est très amusant. Alors, il est normal, quand on traite un sujet scientifique, qu'il y a un débat scientifique. Indispensable. Et il faut que chacun se soumette à ça. C'est la règle avec les référés dans la revue. C'est comme ça. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais on ne peut pas rester dans l'erreur. Donc, si on voit que quelque chose cloche, dit-on, c'est pas en France, quelque chose ne va pas bien, Ça se dit pareil. on doit le corriger. Ça, c'est l'éthique scientifique.